11 mois après son accession à la magistrature suprême, quel bilan dressé pour la présidence de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Après les départs à la tête de la province du Kasaï central, quel bilan dressé pour la gouvernance de Maouéja? Autant de questions qui vous seront répondues dans cette émission décryptage. Émission décryptage reçoit aujourd'hui le député national Eric Ngalula Ilunga. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes député national, élu de Mbujimaï. Voilà. De Lupatapata. Voilà, de Lupatapata, effectivement. Voilà, parce que la République démocratique du Congo est vaste, plus de 26 provinces. Voilà. Parlons d'abord de votre province avant de parler d'autre chose. Il y a eu le gouverneur Ngoï Kassanji qui est parti, qui a fait pratiquement plus de 11 ans à la tête de cette province. Il y a maintenant Maouéja qui est là. Comment vous trouvez la gouvernance de Maouéja par rapport à celle d'Ngoï Kassanji? Parce que c'est vraiment difficile de pouvoir dresser les bilans, parce que l'autre a fait plus de 11 ans, quelques mois pour Maouéja. Mais quel bilan? Est-ce que Maouéja, il a encore de la chance pour faire mieux? Merci pour votre question et merci de m'avoir reçu sur votre plateau de Télé 50. C'est très prématuré de comparer le gouverneur actuel Maouéja Mouté-Bajan et son prédécesseur. Tout simplement parce que son prédécesseur a passé plus de 12 ans presque à la tête de la province et il était gouverneur du Kasaï oriental dans son ancienne configuration, c'est-à-dire avec nos frères du Sankourou et de la Lomami. Et on a vu ce qu'il a eu comme bilan. Nous avons tous jugé, en tout cas ceux qui sont de bonne foi. Le gouverneur Maouéja Mouteba est là depuis 6 mois ou 7 mois bientôt. On ne peut pas le juger ou le comparer à son prédécesseur. Donc, quand il est devenu gouverneur, la situation du pays faisait qu'on n'avait pas encore de gouvernement. Mais maintenant qu'on a un Premier ministre, on a un gouvernement, nous lui donnons toutes les chances pour qu'il puisse... Est-ce que les débuts sont vraiment prometteurs? Parce qu'aujourd'hui, au Kasaï, il y a la pénurie de maïs. Il y a la crise qui bat son plein, la crise, donc la famine. Mais jusque-là, l'on se demande, il y a même certains de ces détracteurs qui disent lorsque Ngoï Kassanji était là, il n'y avait pas une crise pareille. Parler de famine, je crois que c'est un peu exagéré. Il est vrai que le maïs, le prix, comme on appelle, du méga de maïs varie maintenant entre 5 000 et 6 000 francs. N'oubliez pas que le gouverneur, oui, mais n'oubliez pas que le gouverneur Maouéja a hérité d'une province en perte de vitesse. D'abord, la configuration actuelle ne permet pas à la province de produire des recettes en ressources propres qui puissent aider son action, pour qu'il puisse avoir les moyens de sa politique. Et vous savez qu'il y a eu cette affaire de Kamwenan Sapou en 2016 jusqu'en 2017. Ça n'a pas permis que nos frères et sœurs, les populations de nos milieux ruraux puissent cultiver le maïs. Donc moi je comprends la situation. Il a hérité d'une province qu'il a légué son prédécesseur dans un état que tout le monde connaît. Donc on ne peut pas comparer. Maintenant qu'il y a un gouvernement, nous étions dernièrement dans le cadre du caucus des députés du Kasaï oriental, aller voir le Premier ministre pour parler des problèmes de la province du Kasaï oriental au niveau énergétique, au niveau de ce problème de maïs, pour qu'il puisse un peu faciliter les opérateurs économiques qui veulent importer du maïs, qu'ils puissent avoir des facilités. Et je pense que maintenant que cette affaire de Kamwenan Sapou est derrière nous, il y aura assez de maïs pour nos populations. Et vous savez qu'une province comme celle du Kasaï oriental a besoin des barrages. Nous avons vu que le gouverneur a inauguré
le barrage de Toubi-Toubidi dans le territoire. Mais ce barrage, c'est l'œuvre de Ngoï Kassanji. Nous y arrivons. Parler de l'œuvre de Ngoï Kassanji, c'est comme si on était en train de... C'est ça le débat, je dis. On ramène toujours le débat très bas. Quand vous commencez quelque chose, quand vous êtes aux affaires, vous avez commencé quelque chose, votre successeur, c'est lui qui est élu après vous, c'est lui qui est nommé après vous. Il vient, c'est la continuité de l'État. Donc, il ne faut pas aborder le problème à ce niveau-là. Il est vrai que le gouverneur Maweja ne communique peut-être pas beaucoup, ce qui peut être un inconvénient, mais son prédécesseur a communiqué dans le mensonge. Il y a beaucoup de choses qu'il a déclarées après son départ, qu'il a construit des écoles. Dernièrement, il était à Mbujima et moi, j'aurais voulu qu'il nous montre ses œuvres. Il a dit qu'il a construit des écoles. Moi, je vais à ma base depuis que je suis élu. Je me suis rendu 2 fois. Je n'ai pas vu ça. Et qu'il mente ceux qui ne connaissent pas la réalité. Moi, j'ai vécu, je suis né les 5, 6, 7 dernières années. J'étais à Mbujima. Donc, vous ne pouvez pas comparer. Donnons le temps au gouverneur Maweja. Maintenant qu'il y a un gouvernement, je sais qu'il travaille pour réussir. Vous comparez quelqu'un qui a 7 mois et celui qui a fait 12 ans. Et le stade Kachala Bonzola, c'est un stade qui a été bien fait sur Ngoï Kassanji, mais jusque-là, il est dans un état pitoyable. Vous allez résumer 12 ans avec la construction d'un stade. Franchement, mais ça fait partie des infrastructures. Franchement, je vous dis, n'ayons pas honte de citer des noms ici. On voit des exemples, on voit la province du Lualaba. On va me dire, non, dès que tu dis Lualaba, on dit, mais on n'a pas les mêmes moyens, de quoi tu parles? On parle du Haut-Katanga. S'il faut résumer le pouvoir ou la gestion, le bilan du prédécesseur du gouverneur Maweja, dans son stade qu'il a construit, c'est bien, c'est un bien qui est de la province et qui va aider la province dans le domaine culturel, sportif, mais ne nous limitons pas à ça. Aujourd'hui, je pense qu'on aura le temps de parler de la province du Kasaï oriental parce que c'est une province qui a été oubliée. Vous savez que l'AMIBA, qui a fait la fierté de notre province, de ce pays, a sauvé ce pays en 1998 lorsqu'il y a eu la deuxième agression, lorsqu'il y a eu la guerre. On a dépouillé l'AMIBA et les travailleurs de l'AMIBA aujourd'hui sont abandonnés. Donc je crois que nous devons parler des choses beaucoup plus sérieuses que la personne à qui vous faites allusion. Parce que si vous avez suivi dernièrement, c'est dans ces réseaux sociaux, tout ce qu'il écrit contre le chef de l'État, je me dis, mais où sommes-nous? Où sommes-nous? Il mêle le chef dans un dossier qui date de plusieurs années, dans un dossier de parcelle, mais de la plus mauvaise manière. Allez voir ces publications et vous verrez de quoi je vous parle. Voilà, merci beaucoup. Mais puisque tout à l'heure, vous parlez du chef de l'État, on peut parler aussi de l'UDPS, mais vous êtes élu sous la liste de l'UDPS, mais jusque-là, à l'UDPS, il y a la guerre des leaderships entre Peter Kazadi, il y a Augustin Kabouya, le duo Augustin Kabouya ainsi que Kabound, qui ne veut pas de Peter Kazadi. Mais où allons-nous avec cette guerre des leaderships? Vous ne voyez pas que vous allez encore fragiliser le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Il n'y a pas de guerre de leadership à l'UDPS. Il n'y a pas de conflit non plus. Moi, je crois que dans toute société humaine, même dans une famille, parce que le socle, la base dans nos vies, c'est la famille, il y a toujours des couacs, il y a des malentendus. Mais je pense que l'essentiel, c'est que les deux camps, je les appelle à privilégier la paix, le consensus, pour que ce grand parti que nous a légué Étienne Tshisekedi Wamulumba puisse sortir le peuple congolais de la situation où il se trouve actuellement. Et pour réussir, nous devons être unis derrière le chef de l'État pour vaincre la pauvreté, pour mettre en application la vision, réaliser la vision qu'il a pour la République démocratique du Congo, que nous soyons comme l'Afrique du Sud, que nous soyons comme l'Égypte, que nous soyons un pays prospère. Donc il n'y a pas de crise. Je n'aborde pas la chose de cette manière-là. Vous ne voyez pas la crise? Il n'y a pas la crise. Il y a ce que je viens de vous dire, il y a des couacs partout. Même aux États-Unis,
il arrive qu'on voie que dans les partis républicains ou démocrates, qu'il y ait des couacs. J'appelle ça comme ça, mais appeler ça crise, c'est quand même trop fort. Et souvent, je suis contre le fait de parler des problèmes internes de notre parti, mais dans la voie publique voilà, et dans la presse. Ce n'est pas vous, mais ce sont les leaders de l'UDPS qui devraient certainement mettre un peu de l'eau dans leur vin pour éviter un peu d'envenimer la situation et de mettre certaines choses sur la place publique. Aujourd'hui, on est au courant de ce qui se passe. Aujourd'hui, on est au courant de la rencontre qu'il y a eu entre Peter Kazadi et Augustin Kabouya dans un hôtel de la place pour parler de certaines choses. Mais vous ne voyez pas qu'ils devaient commencer par là. Au lieu de régler ça en interne, ils ont voulu mettre ça sur la place publique. C'est fragilisant quand même. Oui, mais moi, je n'entre pas dans cette polémique. Hier, j'ai suivi le point de presse de mon aîné, l'honorable député provincial Peter Kazadi, qui a traité Augustin Kabouya, qui le considère comme son frère. Et je pense qu'entre frères, on règle les problèmes en famille. Tout le reste, c'est de la distraction et c'est une polémique. Je sais que l'UDPS sortira fort parce qu'on doit aider. Nous avons l'obligation de faire la différence avec le régime qui vient de passer. Voilà, le régime qui vient de passer 11 mois oui. Que l'UDPS occupe la présidence de la République démocratique du Congo. Quel bilan? C'est un bilan positif, avec autant de voyages. Presque tous les pays frontaliers, le président en a visité. On l'attend d'ici là, il sera en France, en Allemagne. C'est presque le tour du monde. C'est tout à fait normal. Vous savez, moi j'ai l'habitude de suivre, de lire l'histoire, de regarder des documentaires. Ce n'est pas le premier président à le faire, d'autant plus que la République démocratique du Congo était absente des grands rendez-vous. Les 5 dernières années, nous n'étions plus dans les grands rendez-vous internationaux. Donc, si, après sa prestation de serment, il est parti dans la sous-région, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, l'Angola. Ce sont des relations de bon voisinage parce que nous avons 9 voisins. Nous ne pouvons pas vivre seuls. Nous sommes obligés d'être bien, à entretenir des relations de bon voisinage parce que les voisins ne peuvent pas vivre sans nous et nous, on ne peut pas vivre sans eux. Et je salue son discours qu'il a fait dernièrement à New York, aux Nations Unies, un discours cohérent. Il a dit sa vision, il dit ce qu'il entend faire de la République démocratique du Congo avec les Congolais. Donc, ces déplacements sont à mettre au profit de la République démocratique du Congo. Et je suis convaincu qu'à chaque fois qu'il sera important, qu'il puisse se déplacer pour la République démocratique du Congo, je ne vois pas mais ça saigne, où se trouve le problème. Saigne les finances publiques. Lorsque vous vous déplacez, regardez ce que ça pourra... Donc c'est vraiment budgétivore. D'abord la délégation elle-même du chef de l'État, les conseillers, tout ça. Et autant de déplacements avec un budget de 10 milliards de dollars qui jusque-là, il faut qu'il soit d'abord entériné par l'Assemblée nationale. Mais tout ça, vous ne voyez pas que l'État congolais est en train de s'affaiblir avec trop de voix du chef de l'État. Non, mais s'il faut que la République démocratique du Congo en sorte grandie, moi je ne vois pas où il y a le problème. Dans ce pays, on a connu des scandales oui, de grands montants. Oui. Permettez-moi, on a connu des scandales qui sont restés lettres mortes. La justice n'a pas fait son travail. L'ancien conseiller spécial du sénateur Joseph Kabila en matière de la lutte contre la corruption, il a dit que 15 milliards, je pense, échappent à l'État congolais. Donc, vous laissez ça, quand je dis vous, c'est pas vous en tant que journaliste, mais l'opinion, une certaine opinion, s'acharne sur les voyages du président de la République. Ça va payer ces voyages et ça commence à payer. Parce que avec Félix Tshisekedi à la tête de ce pays, il y a beaucoup de choses qui changent. Les gens parlent de voyage, mais moi je peux vous parler de la décrispation politique. Moïse Katumbi est rentré, c'est sous Félix Tshisekedi. Avec l'ancien régime, vous avez vu ce qui s'est passé. Ça, c'est la réalité. Il faut en parler parce qu'il y a une différence.
il est venu, il est en train de circuler, les opposants sont libérés, les prisonniers politiques, je veux dire, ils sont libérés et le Congo est en train de faire son bonhomme de chemin. Il y a une différence. Dans l'article 43 de notre Constitution, où on parlait de l'enseignement primaire qui est gratuit, mais avec Félix, c'est vrai qu'il y a du travail à faire, mais il le met en application. Donc il y a des choses qui sont en train d'être faites, mais il n'est qu'à 10 mois ou 11 mois. Maintenant qu'il y a un gouvernement, l'essentiel est que nous puissions avoir la même vision, le gouvernement puisse avoir la même vision que le président de la République. Beaucoup de choses seront faites. La gratuité de l'enseignement, quand même, ça n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi, selon Shadari, Emmanuel, ça a commencé avec le président honoraire Joseph Kabila Kabange, mais jusque-là, ça peine encore, hein, ça peine à se concrétiser. Lorsqu'on essaye de voir dans certaines provinces, cette gratuité n'est pas vraiment effective. On va y arriver. C'était pas précipité, ça. On va y arriver. Non, non, pas du tout. Pas du tout. On va y arriver. La République démocratique du Congo est un pays comme tous les autres pays. Lorsque vous avez un candidat qui a battu campagne et qui arrive au pouvoir et qu'il a cette volonté de réaliser ce qu'il a promis, donnons-lui la chance et il faut surtout rassembler les moyens qui permettront de mettre en application cette mesure. Donc, ce que vous me dites du secrétaire permanent du PPRD, c'est simplement de la polémique. Il nous a dit pendant la campagne que ce soir, je suis président de la République. Mais ce n'était pas de l'évangile. Donc, il connaît lui-même, il sait que sous Joseph Kabila, l'enseignement primaire n'était pas gratuit. C'est connu de tout le monde. Raconter ce qu'il raconte, il est libre de dire ce qu'il veut. Mais nous connaissons tous la réalité. Félix Tshisekedi, candidat en 2023, ou ça sera Vital Kamerhe au nom de l'accord de Nairobi? Non, la politique, elle est dynamique. Moi, je souhaiterais que Félix Tshisekedi, parce qu'il va réussir ce mandat, il suffit juste que nous soyons unis derrière lui, que nous puissions l'aider dans l'unité, que nous puissions montrer nous-mêmes l'exemple, n'est pas souhaiter des scénarios noirs pour notre pays. Quand on aime son pays, on ne peut souhaiter que du bonheur. Et je sais qu'il va réussir. Vous voyez ce qu'il a fait au Camp Tchatchi pour les militaires, pour la garde républicaine, l'école, le centre hospitalier qu'on a construit. Donc je crois qu'avec tout ça, le peuple d'abord, comme le dit notre slogan de campagne, il réussira. Et s'il réussit, je serai le premier à me battre pour qu'il soit candidat et qu'il fasse 10 ans au pouvoir. Pas pour faire 10 ans, pas faire la politique politicienne, mais pour qu'après, que nous puissions dire qu'il y avait un président en République démocratique du Congo entre 2019 et 2028 qui a remis ce pays sur le rail. Et voilà. En violation de l'accord de Nairobi avec Vital Kamerhe. Je vous ai dit ce que je pensais du candidat que j'ai soutenu en 2018 et que je soutiendrai en 2023 s'il accepte d'être candidat. C'est l'essentiel. Bon, s'il accepte d'être candidat et s'il lui disait assez que au nom du respect des accords de Nairobi, soutenons Vital Kamerhe, vous le ferez. Seul Dieu connaît l'avenir. Le pouvoir en République démocratique du Congo. Voilà. Vous êtes député. En tant que député, vous avez effectué une mission en Afrique du Sud. C'était quoi? Oui, la mission en Afrique du Sud, c'était dans le cadre du Parlement panafricain. Donc c'est un organe consultatif à ce stade de l'Union africaine. Ça se trouve à Midrand, c'est-à-dire l'Union africaine avait estimé qu'il faut faire participer dans des débats les peuples africains au travers de leurs représentants que nous sommes. Donc c'est une désignation des assemblées nationales des pays, des États africains, la République démocratique du Congo, la République du Congo en face, la République d'Angola, qui envoie 5 membres, des parlementaires, députés nationaux et sénateurs pour
pour parler des sujets qui fâchent ou des sujets d'actualité dans nos pays respectifs. Et à la fin de chaque session, on a 2 sessions ordinaires et deux travaux, 2 sessions en commission. Donc, il faut se rendre là-bas 4 fois par an. Et à la fin des travaux, des plénières, il y a des recommandations que nos États doivent mettre en application parce que pour l'instant, c'est encore un organe consultatif. Voilà, vous soutenez Janine Mabunda. Est-ce qu'il y aurait, j'ai bien pesé mes mots, il y aurait une pétition contre Janine Mabunda? Vous êtes pour ou contre cette pétition? Personnellement, je n'ai pas vu cette pétition et je ne sais pas là où elle circule, si elle existe. Mais je me dis simplement qu'à ce stade, pendant que nous attendons le budget, le projet de finances, la loi de finances de 2020 à l'Assemblée, ça profiterait à qui qu'on puisse faire tomber la tête de l'honorable Mabunda pour connaître des retards et après ça joue le jeu de qui? Moi je crois que ça rentre toujours dans le cadre d'une distraction. Nous devons nous mettre au travail pour améliorer les sociales des Congolais. Et voilà, donc que le bureau de l'Assemblée demeure, du moins pour l'instant. Parce que quels sont les greffes qui lui sont, qui lui sont reprochées? Donc c'est quelques politiciens dans des officines qui balancent des choses comme ça, mais je ne suis pas au courant et c'est inopportun qu'elle puisse partir parce que c'est faire le jeu de qui et de quoi. Voilà, merci beaucoup que les bureaux de l'Assemblée nationale demeurent. Voilà, ça ce sont vos mots, vos derniers mots dans cette émission de décryptage. Merci beaucoup, Monsieur Eric Ilunga. Je voulais quand même, excusez-moi, je voulais quand même ajouter un mot sur ce qui se passe dans notre société minière de Bakwanga. Vous savez que dernièrement, le conseil d'administration de l'AMIBA avait révoqué le directeur général de cette société. Nous avons vu dans une grande précipitation l'actuel ministre du portefeuille annuler cette révocation. Et ils ont même nommé, je crois, un autre directeur. Non. On a annulé cette révocation pour qu'il soit maintenu. Et le conseil d'administration a nommé un autre directeur général. Selon la loi commerciale de l'OADA, le conseil d'administration peut révoquer et nommer un directeur général. On l'a vu dans le passé. Mais il y a une certaine précipitation, il y a une certaine main noire derrière cette affaire, parce qu'il y a des gens qui doivent à l'AMIBA de l'argent, je vous l'ai dit, et ils sont là en train de manipuler. Donc le ministre du portefeuille, ce n'est pas dans ses prérogatives de faire ce qu'il est en train de faire, parce que la loi OADA est au-dessus de nos lois, des lois nationales. Des lois nationales, excusez-moi. Donc, je dénonce cela et que le président de la République puisse s'impliquer dans ce dossier parce que les travailleurs de l'AMIBA ont été manipulés, ont été trompés par ceux-là aujourd'hui qui veulent se faire passer comme les défenseurs de cette société. Voilà. Merci beaucoup. Nous y reviendrons. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines émissions élaborées, surtout par rapport à la situation à l'AMIBA. Donc nous allons consacrer toute une émission sur ce dossier. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs, avec Décryptage. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. À très bientôt.